c'est à partir, c'est à partir de maintenant qu'on ne dit plus de bêtises et qu'on va aller rejoindre nos amis sur Facebook. Du coup, je te laisserai, si tu le souhaites, partager. Ouais. Alors, oui, je veux bien diffuser en direct. Hop. Allez. Bon, on a le son, on a la vidéo. Est-ce qu'on est en direct? Alors là, les amis, on va compter sur vous pour faire le feedback là. Yes, on est en direct. On est en direct, magnifique. Et on va leur laisser le temps de se connecter pour vérifier qu'on ne parle pas dans le vide et qu'on nous entend bien. C'était… Aujourd'hui, de toute façon, on joue avec le feu aujourd'hui. C'était Nicolas Goudenov juste avant. Et avec toi, on va éteindre le feu. Alors, j'aimerais bien, oui, qu'on attende que quelqu'un se connecte. Mais comme tu m'as expliqué, voilà, qu'ils n'avaient pas de notification nécessairement, qu'on puisse vraiment avoir la certitude, au moins que quelqu'un nous dise c'est OK. Ah, il y a quelqu'un qui se connecte. Que quelqu'un nous dise que c'est OK et que le son est bon. Alors, hello Joël, hello Nicolas, quand même nous voilà. Alors, vous nous voyez, mais est-ce que vous nous entendez? C'est surtout ça. Ah ben oui, on arrive, mais tu sais, on s'est fait désirer un petit peu parce que comme j'arrive à la fin et que les autres m'ont bien mis la pression par leur merveilleuse entrevue, j'ai fait un petit peu ma crise et j'ai dit non, on va arriver en retard. Et puis, Virginie, je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec toi, on a toujours les petits… on a envie de jouer ensemble, donc on a toujours les petits défis techniques. L'autre fois, c'était le coup du mot de passe. Aujourd'hui, c'était le son qui avait décidé de jouer avec nous. Le son est OK. J'entendais pas Valérie, en fait. Donc, je lui dis, je vais pas faire les questions et les réponses. Magnifique. On va pouvoir démarrer. Je suis ravie de t'accueillir, Virginie, pour cette 5e et dernière édition du mois seulement de Tous les chemins mènent à soi. Virginie, merci de ta présence. Comment vas-tu après ce petit exercice-là? Écoute, merci déjà de ta confiance, merci de ta proposition. Je suis ravie de faire partie de ce premier cercle. Écoute, moi, je vais très bien quand ce n'est pas moi qui a géré les problèmes techniques et que j'ai juste à attendre. C'est bon, c'est parfait pour moi. Oui, tu as vu comment on peut gérer ça avec le sourire et finalement avec beaucoup de détente. Tout va très, très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis ravie de t'accueillir, Virginie, en fait, dans Tous les chemins mènent à soi, qui est un événement que j'ai voulu un peu particulier parce que c'est vrai que toi, en plus, on va en parler, qui a l'habitude justement des événements, des entrevues, on a l'habitude de présenter les gens à travers leur certification, ce qu'ils ont accompli, leur métier. Et moi, justement, dans ces entrevues, je ne veux surtout pas commencer par ça, parce que l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant la dimension de l'être avant de mettre en avant la dimension du faire. On est des êtres humains avant d'être des fers humains. Et j'ai très, très envie, en fait, de marcher un petit peu avec chacun d'entre vous, d'aller sur les chemins qui vous ont conduit jusqu'à vous aujourd'hui, jusqu'à ce que vous êtes. Et du coup, forcément, ce que vous faites, mais on y viendra justement au terme de cette rencontre. Tu es d'accord avec ça? Mais oui, tout à fait. Oh, avec grand plaisir. Tu vas te laisser porter. Magnifique. J'aimerais rappeler aussi pour ceux qui découvrent Tous les chemins mènent à soi que c'est un événement aussi à savourer en fait parce qu'il y a souvent des résonances sur nos chemins où on a l'impression de marcher seul. Et finalement, on se rend compte que mais moi aussi, j'ai vécu ça. Mais ça résonne tellement en moi. Et en fait, ce que tu vas nous partager, je le sais, là, tu vas nous partager des moments charnières en fait, de ta vie, des rencontres clés. Et peut-être que les gens qui vont nous écouter n'ont peut-être pas pris conscience justement que ça pouvait être des moments aussi importants et clés dans leur cheminement vers eux-mêmes. Donc, c'est aussi un petit peu l'objet de ces rendez-vous. Et puis enfin,
à travers chacun d'entre vous, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une belle collection, un beau panel de chemins qui vont se rejoindre peut-être, mais surtout qu'on montre que dans ce monde qu'on appelle le monde de demain, qui pour moi est déjà là, il y aura autant de métiers différents que d'êtres humains, parce qu'on est tous en train de créer quelque chose qui est tellement en accord avec notre vraie nature. Est-ce que ça résonne pour toi déjà, ça? Bah oui, carrément. Oui, Bon. parce que le tissage de liens, c'est quelque chose quand même qui est hyper important dans ma vie et pour mon équilibre. Ouais, carrément. On va en parler. On va en parler justement de ce tissage de liens et de ton équilibre et de quoi tu as besoin. Tu as dû remarquer que dans ces entrevues, j'aime beaucoup commencer par une question qui nous ramène à l'enfance, parce que en tant qu'experte Ikigai, je dis toujours que l'enfance, c'est le berceau de notre Ikigai. Alors, on a des souvenirs qui sont peut-être très, très lointains, parfois des souvenirs un peu plus proches, mais peu importe du plus loin que tu te souviennes. Je te connais un petit peu, je connais ton parcours, et la petite Virginie, comme toutes les petites filles, elle voulait être maîtresse d'école, petite ou pas. Écoute, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai passé, tu le sais, un certain nombre d'entrevues précédemment, il n'y a pas très longtemps, où j'ai posé cette question à chaque fois. C'était quoi vos rêves d'enfant? Et je me suis dit, mais moi, il ne faudrait pas qu'on me pose la question parce qu'en fait, je ne m'en rappelle pas. Et alors, effectivement, c'est vrai que non, je pense pas qu'elle voulait être maîtresse d'école. Je crois surtout que ce que j'avais envie, c'est de ne pas être seule. J'étais une enfant, je dis j'étais une enfant unique parce que mon père est remarié et qu'il a eu un enfant, un deuxième enfant quand moi j'avais 27 ans. Donc on peut dire quand même que j'étais enfant unique. Et de mon souvenir que j'avais, parce que c'est vrai que j'ai du mal à revenir dans les souvenirs d'enfance et dans qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, juste, je souffrais d'être enfant unique en fait. Je souffrais vraiment de ça. Et j'avais la chance d'avoir ma meilleure amie j'habitais dans un petit village de 1000 habitants, mais où il y avait l'école, le collège, tout ça, et où je rentrais à pied à la maison. Et j'avais la chance d'avoir ma meilleure amie qui habitait la même rue que moi et qui, elle, n'était pas enfant unique. Elle avait un petit frère, une petite sœur. Et on était tout le temps fourrés l'une chez l'autre. Et donc, c'était un peu comme ma sœur. Mais moi, par contre, à la maison, je souffrais beaucoup de cette... Je me sentais seule. Je me sentais... Oui, pas forcément comprise, pas forcément... Mais j'étais, en revanche, une enfant quand même très joyeuse, tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de rire. Voilà, on m'appelait, même quand j'étais jeune adulte, Miss Sourire. Mais un peu comme si derrière ce sourire, tu vois, il y avait une profonde solitude et un besoin finalement d'être comprise, d'être vue, d'être acceptée, d'être... voilà. Je me sentais en même temps seule, en même temps rebelle, en même temps timide. J'avais l'impression d'avoir des multiples personnalités. Et à un moment donné, même, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas qui je suis, quoi. Parce que par moments, je suis timide, par moments, je vais être extravertie, par moments, je vais me sentir seule, par moments, voilà. Et le fait de ne pas savoir, en fait, donc, c'était pas vraiment dans la petite enfance, tu vois, dans la petite enfance, il y avait vraiment que la joie. Mais à partir de l'adolescence, il y a eu ce truc de je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. Tout ça me perturbe et c'était... Mais le sourire et la joie a quand même été depuis... Étaient là. Et tu les, voilà, et on le voit bien, tu les as encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment. Sauf que maintenant, c'est plus un sourire de façade. Important, important. On entend bien dès le début de ton histoire, c'est vrai que tu ne nous parles pas d'un rêve en particulier, mais on sent bien que la dimension relationnelle, la relation à l'autre, ça se pose là, non pas comme un rêve, mais comme un appel, quoi, comme un besoin, parce que dans ton environnement, il n'y a pas ça, quoi. Et c'est vrai que quand on se balade un petit peu dans nos ikigai, on voit bien que souvent, alors ça peut être en effet, il y a quelque chose qui nous appelle au départ, c'est ça, c'est l'élan de vie, c'est joyeux, et tu as cette joie-là. Et en même temps, parfois, il y a ce que j'appelle les murs là, qui se rapprochent de nous et qui nous mettent face à ce qui nous manque, quoi, et qu'on va chercher. Et toi, voilà, tout de suite, tu nous parles de cette dimension relationnelle qui est importante pour toi et que tu vas chercher. OK. Alors du coup, en effet, heureusement qu'il y a cette petite voisine qui est comme une sœur pour toi et que tu as cette possibilité de relationner par cet intermédiaire-là.
je dirais qu'après, en cheminant, parce que forcément, si tu n'as pas désiré être maîtresse d'école tout de suite, tu as quand même suivi un parcours scolaire comme nous tous, on dirait, comme la plupart, voilà, comme le commun des mortels. Et du coup, il y a eu quand même des désirs, des envies d'orientation en lien avec ce relationnel pour toi ou pas du tout? Oui, ben, tu vois, justement, si je reviens dans mes souvenirs, les premières choses que j'ai eu envie de faire, c'était au collège. Je voulais être avocate ou juge pour enfants parce que dans ma famille, les relations entre mes parents n'étaient pas excellentes et je sentais bien que voilà qu'il y avait des conflits, tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, il va falloir que, tu vois, le fait d'être juge pour enfants, d'être déjà dans la défense, en fait, de l'intérêt de l'enfant, donc tout ce qui tourne autour de l'enfant était déjà présent. Mais en même temps, l'année d'après, j'avais envie d'être architecte parce que je construisais des choses avec mes Lego pour mes Barbie, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, j'avais envie de créer. Je faisais des maquettes en carton. Je faisais plein de choses comme ça. Et puis, je suis arrivée au lycée. Alors, j'ai toujours été une élève assez brillante, voilà, jusqu'à la seconde. C'était facile pour moi. Et puis, arrivé au milieu du lycée, où là, il faut se mettre un peu plus à bosser, parce que comme c'était facile, je ne bossais pas trop en seconde. Arrivé en première, ça a été un peu compliqué. Et puis, il s'est passé quelque chose en première, c'est que mon père avait eu toujours ce désir, lui, de devenir ingénieur, ce qu'il n'avait pas été, puisqu'il n'avait pas eu des parents qui avaient pu lui payer des études. Il était devenu éducateur spécialisé. Mais lui, son rêve, c'était d'être ingénieur. Et son rêve était aussi que sa fille devienne ingénieure, puisque j'étais excellente en maths, quoi. Et donc, je fais une première S. Et puis en maths, premier trimestre, j'ai 12 de moyenne, ce qui ne suffit pas pour pouvoir postuler à une classe prépa. Puis je me dis, c'est pas grave, je vais faire 12, 14, 16, je vais finir à 16 de moyenne en maths. Et puis tout va bien se passer, puis je vais pouvoir préparer mon dossier pour la prépa, puisqu'à ce moment-là, oui, je rentre complètement dans les rêves de mon père. Et à ce moment-là, je ne réalise pas que ce ne sont pas les miens. Et puis, je fais 12, 12, 12. Je reste à 12 de moyenne, puisque je me rappelle très bien, il y avait 3 notes par trimestre. J'en fais 2 à 17, 18. Et à chaque fois, j'en fais une à 7 ou 8. Et ça me ramène toujours la moyenne à 12, 12, 12. Et à ce moment-là, je ne réalise pas que c'est de l'auto-sabotage inconscient pour pouvoir dire non sans avoir à dire non, donc continuer de sourire, tout en cassant les rêves qu'on avait pour moi. Ça, je le réalise peut-être quasiment 10 ans après, en fait, que j'ai fait ça inconsciemment, quoi. À ce moment-là, je suis hyper déçue. Je me dis, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc, là, tout d'un coup, plus confiance en soi. Et puis, arrive la terminale. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais plus, en fait, parce que là, les rêves s'écroulaient, quoi. Et là, je me dis, mais il y avait plein de choses, en fait, que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire du droit, j'avais envie d'être architecte, ça, c'était resté. J'avais envie d'aider les autres. Et puis, en fait, je liste toutes les choses que je peux faire. Je dis, bah, je vais aller commencer par le plus dur de tous mes rêves, enfin, de toutes les filières. Comme ça, au moins, voilà. Et donc, je pars faire médecine, en fait. Donc, je tente le concours de médecine. Ah oui! Ah ben On oui, va en découvrir sur toi. Et j'ai passé donc les 2 premières années de ma vie étudiante, donc entre 18 et 20 ans, à ne pas vivre, parce que le concours de médecine, c'est quand même quelque chose qui est quand même sacrément dur. Donc, on bosse 12 heures par jour, on prend des sortes de vitamines qui nous boostent bien, qui nous permettent de tenir avec 4 heures de sommeil toutes les nuits. Bon, puis je fais ça pendant 2 ans, parce que la première année, j'échoue. Et la deuxième année, j'échoue encore, mais j'échoue avec ce qu'on appelle tes reçus collés, en fait. C'est-à-dire que tes reçus dans le sens où tu as la moyenne, mais tu es collé parce que tu ne rentres pas dans le numerus clausus, quoi. Okay. Et là, le monde s'effondre encore une fois devant moi. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, puisque je n'ai pas réussi à médecine. Et là, il se pose 2 options. C'est soit je me pose vraiment et je réfléchis à ce que je veux faire et donc je redémarre à zéro dans une autre filière, soit je saisis l'occasion qu'on nous offre à nous, les échoués de médecine et de pharmacie à ce moment-là. Quand on a la moyenne, on peut rentrer en 2e année de DUG. À l'époque, c'était le DUG, donc ceux qui ont notre âge comprendront. Les autres, c'est 2e année de licence, quoi.
Et soit je peux rentrer en 2e année de fac de bio. Et là, j'ai dit non, mais là, moi, je viens pendant 2 ans de ne pas vivre. Je ne vais pas repartir à zéro. Donc, en fait, si tu veux, à ce moment-là, je ne fais pas mon ikigai à ce moment-là. Je ne me pose pas la question. On ne savait même pas ce que c'était. On n'en parlait même pas. Voilà. Béatrice le Doug, oui, Béatrice, voilà. Toi aussi, tu sais ce que c'est le Doug. Et à ce moment-là, je dis, OK, je vais rentrer en 2e année de fac de bio. Et là, je me retrouve dans une 2e année de fac de bio sur le campus de médecine à Bordeaux, où il n'y a que des échoués de médecine et pharmacie, en fait. C'est que ceux qui ont raté le concours et qui se retrouvent tous là. Donc, on se retrouve 300 à être là dans un amphi. On est tous, tu vois, des échoués du système de médecine. Donc, t'imagines aussi l'ambiance, quoi. Enfin, on a passé 2 ans de notre vie, on a 20 ans, on a passé 2 ans de notre vie à pas vivre. Ouais. Et là, on est tous, tu sais, on était quand même des élèves, même si on avait échoué, on était quand même des élèves assez brillants quand même, quoi. On avait bien travaillé depuis des années. Et donc, on avait quand même des ambitions. Donc, on se dit tous, on va faire de la recherche dans la biologie, on va aller faire une thèse. Tu vois, on était tous, c'est pas grave, quoi. Et là, un des premiers cours, un prof qui nous dit, bon, alors, dans la salle, vous serez 3% à être chercheur. Et là, on se regarde, on se dit, oh pitié, ils sont où les 9, quoi? On était 300. Et là, on est dégoûté, quoi, en fait. On est dégoûté. Et puis, ça prend 1 an de déprime, quand même, un peu. Et puis, à un moment donné, une illumination. Je me dis, alors, grâce aussi, on avait un module... orientation, enfin voilà, qui était pas mal fait quand même à cette époque-là. Et là, je me rends compte qu'il y a 2 choses qui sortent en fait de ma personnalité ou de ce que j'ai envie de faire, c'est l'altruisme et le fait d'avoir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Et à ce moment-là, le seul métier, si tu veux, que je trouve qui permet d'aller aider les autres et qui permet en même temps de ne pas travailler 60 heures par semaine, bien que j'ai quand même apprécié travailler 60 heures par semaine, c'est l'enseignement en fait. C'est l'enseignement. Parce qu'il y a aussi ce côté de pouvoir... Je me projetais déjà en me disant, le jour où j'ai une famille, le fait d'avoir un emploi du temps qui soit le même que celui des enfants, ça veut dire que pendant les vacances, je vais pouvoir m'occuper d'eux. Le fait d'être enseignante, on est vraiment dans aussi accompagner les autres. Donc, je trouve dans l'enseignement, si tu veux, déjà ces deux points-là. Et donc, je change de fac parce qu'en licence, donc en 3e année, je bascule sur la fac qui prépare vraiment à l'enseignement pour être prof de bio, de SVT, sciences de la vie et de la terre. Ok. Et puis voilà, je suis partie dans l'enseignement à ce moment-là, quoi. Ouais, on va faire un temps d'arrêt là sur tout ce que tu viens de nous livrer parce qu'il y a des choses très, très intéressantes, hein. Déjà, la première chose, c'est que toi, tu en as pris conscience. Bon, pas tout de suite, tu disais, mais souvent, voilà, c'est après coup, hein. Mais souvent, les gens sont connectés à des rêves, en effet, qui ne sont pas les leurs. Et toi, tu en parles aujourd'hui parce que tu as fait tout ce travail justement sur toi où tu parles finalement des rêves qui sont ceux de ton père et pas les tiens. Et que finalement, je dirais que quand on se retrouve dans cette situation où on réalise les rêves de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on a une méconnaissance de soi. Et tu le décris très bien, hein, c'est tout ton parcours, en fait, tout ton parcours scolaire et universitaire. On sent bien qu'il y a une errance, quoi. C'est je tente quelque chose, mais bon, et puis j'ai l'impression que toutes les portes se ferment devant moi. C'est qu'est-ce que je vais faire et qui je suis, quoi. C'est vraiment une question qui est là, qu'on sent bien chez toi, qui domine. Et le principe de l'ikigai, c'est ça, c'est avant tout de définir qui je suis et à partir de qui je suis, de trouver un chemin à suivre. Ce que je trouve beau dans ce que tu nous partages, c'est que malgré cette errance, parce que tu vois, de temps en temps, je suis à côté. C'est pas que je suis plus avec toi, mais c'est parce que je prends des notes. Ce qui est magnifique dans ce que tu nous partages, c'est que malgré cette errance, tu es en train d'illustrer que tous les chemins conduisent à soi. Et là, j'entends des éléments qui se trouvent, qui sont présents dans ce que tu nous proposes, hein, aujourd'hui. On va y venir, une petite parenthèse encore à explorer ensemble, mais on va y venir à ce que tu proposes aujourd'hui dans ta vie professionnelle. Mais je sens qu'il y a des éléments. Alors, il y a créer,
Il y a la relation aux autres, il y a l'idée d'aider les autres. Tu parles de rêve aussi beaucoup. Alors, l'enfance m'y fait aussi penser, parce que forcément, on revient aux origines de nos rêves. Il y a l'idée d'équilibre aussi. Tu parlais alors des relations conflictuelles, mais justement, il y a eu envie d'aller chercher le pendant de ça. Donc, on sent bien que quand on te connaît, puis quand même Virginie Chastel, on la connaît avec ce qu'elle nous propose depuis 2 ans maintenant. Quand on te connaît, on voit bien comment les éléments se mettent en place finalement depuis ton enfance, hein, où l'aspect relationnel est très, très important. Alors, on va plonger dans cette phase de ta vie où tu es prof de bio. Qu'est-ce qui fait que, prof de bio, voilà, tu es resté, puis tu en es sorti, parce que je sais que tu n'y es plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Même prof de bio, j'y suis pas rentrée en fait. Je vais le Ah, faire tu en n'y es 30 même pas secondes. rentrée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand je décide que je vais être prof de bio, donc je pars en licence, maîtrise, et puis après, je prépare le CAPES, donc certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire Ouais. en sciences de la vie et de la terre. Et la première année, je ne suis pas prise en prépa pour préparer le concours, enfin bon, parce que j'ai eu ma maîtrise en septembre, bon, peu importe. Et en fait, je passe 3 fois le CAPES. Première fois, je le rate. Deuxième fois, je le rate. Je ne vais même pas à l'oral, en fait. Il y a les épreuves écrites et les épreuves orales. Et là, la 3e année, j'en peux plus, quoi, parce que moi, ça fait 5 ans que je fais de la SVT, je fais que ça, de la géologie. Enfin, au bout d'un moment, j'ai le cerveau qui sature, c'est plus possible, quoi. Je me retrouve dans la même situation quand j'ai passé médecine, à devoir bachoter. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai 22 ans, je sais plus. Enfin, franchement, j'ai envie d'autre chose, quoi. Parce que ça fait des années, finalement, que je travaille pour... et je finis par dire à mes parents... moi, j'en peux plus. Alors, entre-temps, mes parents ont divorcé, ce que je ressentais 10 ans avant. Hein, voilà, ça a mis une dizaine d'années, mais entre-temps, ils ont divorcé. Puis là, je leur dis, non, mais moi, là, j'en peux plus de la bio, je sature, quoi. Et là, je me rends compte que je ne veux plus aller être prof de bio dans un collège avec des élèves où je les ai qu'1 heure par semaine. Et donc, j'ai tous les élèves du collège et je ne les connais pas. Dans une matière secondaire qui souvent n'est pas très valorisée. Et là, je dis, mais en fait, moi, je veux être professeur des écoles. Je veux avoir mes élèves à l'année. Je veux faire toutes les matières et je veux les suivre, en fait. Je veux m'occuper d'eux, en fait. Je ne veux pas être juste là, un prof de passage ou voilà, je veux créer une relation durable avec eux, quoi. On se demande pourquoi. Ouais, voilà. Et là, je dis ça à mes parents. Et là, mon père qui me dit, alors là, il me dit, moi qui t'ai jamais dit ce que tu devais faire, enfin bon, je vais te rappeler toutes les années d'avant, mais c'est pas grave. Et là, il me dit, non, c'est parce que tu manques de confiance en toi, donc tu vas repasser le CAPES. Donc là, je dis, oui, papa. Je me réinscris en prépa CAPES. Je prends un poste de vacataire dans un collège pour être prof de bio. Donc, j'ai 2 classes de 6e à l'année. Et en même temps, je m'inscris au concours des lycées professionnels en biotechnologie, au concours d'instit en académie de Poitiers et l'académie de Bordeaux. Et donc, je m'inscris à 4 concours. Okay. Et je me dis là maintenant, moi, je vais être instit. Et si je ne peux pas rentrer par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Je rentrerai par un autre concours. Et après, par concours interne, j'irai faire instit, quoi. Donc, je me dis, si je rentre par les lycées professionnels, ce n'est pas grave. Après, je trouverai le moyen de trouver le chemin. Écoute, cette année-là, je suis admissible aux 4 concours. Donc, les 2 professeurs des écoles dans les 2 académies, le CAPES, les lycées professionnels. Et je ne peux pas aller à tous à l'oral, donc je laisse tomber les lycées professionnels et je vais passer l'oral du CAPES que j'ai cette année-là, des concours d'instit que j'ai dans les 2 académies, et donc je me retrouve avec 3 concours. Voilà. Alors que ça fait des années que je galère. Et là, j'avais soit La Rochelle, donc Charente-Maritime, soit Bordeaux, Gironde, soit le CAPES dans le secondaire et puis mutation au niveau national, quoi. Et là, je prends instit, enfin un professeur des écoles, à Bordeaux. Et là, mes parents qui me disent, ils me font, mais comment ça, tu as le CAPES, pourquoi tu prends pas le CAPES? Je dis, mais en fait, vous n'avez pas compris, quoi. Je dis, mais je ne le veux pas. Je l'ai passé juste pour me prouver que j'étais capable de l'avoir, pas pour le prendre, en fait. Et si tu veux, j'étais contente que mon père, finalement, m'ait forcé à aller le repasser, parce que je sais que je suis devenue professeure des écoles, pas parce que je n'étais pas capable d'être professeure de SVT, mais parce que j'avais choisi de ne pas le prendre.
Et tu vois, même quand je suis arrivée à l'UFM, qui à l'époque s'appelait UFM, qui s'est appelé ensuite SP, qui maintenant s'appelle INSEE. Oui, ça change beaucoup. Voilà. Et quand je suis arrivée et que chacun dit d'où il vient, quoi. Donc, il y en avait, elles étaient ingénieures et puis finalement, elles n'avaient pas de boulot. Donc, elles étaient devenues professeurs des écoles. Certaines qui étaient des petites jeunes qui avaient fait le parcours direct, elles avaient 21 ans, voilà. Moi, j'avais 24 ou 25, je ne sais plus. Et là, je dis, moi, je voulais être prof de bio avant. Et il me fait, ah ouais, c'est dommage, hein, tu n'as pas eu le concours. Je dis, si. Et là, ils m'ont fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je suis là par choix, en fait. Je ne suis pas là par défaut, je suis là par choix. Et après, écoute, j'ai fait 16 ans dans l'enseignement. L'éducation nationale, directrice d'école, et puis voilà. Ouais, c'est fabuleux ce que tu nous partages. Là, tu me tends un truc sur le plateau qui est juste énormissime parce que justement, je t'ai laissé continuer ton histoire, mais il y a un moment de ta vie sur ton chemin où finalement, à chaque fois, tu n'as eu qu'un seul chemin à suivre parce que à chaque fois que tu voulais aller quelque part, tu dis « Ah ben non, c'est pas possible. Ah ben non, c'est pas possible. » Donc, il n'y avait qu'une voie à suivre, tu l'as suivie et arrive un moment de ta vie où là, il y a un croisement. Il y a des choix à faire parce que là, tout d'un coup, tout devient possible. Et que ce n'est pas forcément plus confortable d'avoir des choix quand on ne sait pas qui on est. Et toi, à ce moment de ta vie, justement, à travers tes expériences, tes essais, erreurs et rattrapages, tu prends conscience que tisser des liens avec les autres, que la relation, c'est important et qu'être un prof de passage, ça ne fait pas sens pour toi, mais qu'être une enseignante, donc quelqu'un d'important, une figure importante dans la vie, donc une année scolaire dans la vie d'un enfant, ça fait du sens. Et que du coup, malgré tous ces chemins qui s'offrent à toi, tu sais très bien que c'est celui-ci que tu vas prendre. Et ça, merci de nous servir ce cadeau parce que tu démontres bien à quel point la connaissance de soi, et tu vois, c'est marrant, c'est le point de départ. Tu vois, on voit bien les bifurcations quand on travaille avec l'ikigai. On parle souvent de la passion, la mission, la vocation, la profession. Moi, j'aime bien faire travailler les gens avec des verbes parce qu'à chaque fois qu'on se trouve à un carrefour de notre vie, c'est important de pouvoir se positionner avec ces verbes et de se dire, bon, en fonction du choix que je vais faire, est-ce que celui-ci fait sens par rapport à mes 4 verbes? Tu vois, c'est ma boussole en fait, c'est ma direction. Et là, mais en fait, finalement, tu en témoignes, quoi. Voilà ce qui fait sens pour moi. Voilà pourquoi je choisis telle direction. Super. Donc, 16 ans, du coup, dans l'enseignement. Et alors, 16 ans, c'était pas hier. Il y a eu quelque chose, un moment une rencontre, une rupture, quelque chose qui a fait que tu es allé vers autre chose? Ouais, il y a eu… alors, déjà, juste pour préciser, quand je suis rentrée dans l'enseignement, je savais que je ne ferais pas les 42 ans qu'on doit faire normalement, hein, je crois, aux 42 et demi, je ne sais plus, parce que j'ai arrêté de regarder combien fallait faire d'années pour être à la retraite, ça ne m'intéresse pas en fait. Mais quand je suis rentrée, je savais de toute façon que je ne ferais pas ce métier toute ma vie parce que je ne me voyais pas, moi j'ai beaucoup enseigné en école maternelle, je ne me voyais pas à 60 ans devant des petits bouts de 3 ans, mais par contre j'avais prévu d'évoluer vers un poste de formateur en fait. Sauf qu'à un moment donné, j'étais plus trop en accord avec les valeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, je peux le dire, jusqu'au 31 août dernier, je ne pouvais pas le dire parce que j'étais encore fonctionnaire. Aujourd'hui, je n'ai plus de devoir de réserve. Je ne me sentais pas du tout en accord avec la tournure que prenait l'enseignement en France, en tout cas. Et donc, je me dis, mais je ne vais pas pouvoir être formatrice à former des enseignants avec des méthodes ou des manières de faire que moi, je ne cautionne pas ou avec lesquelles je ne suis pas alignée. Donc, finalement, il y a eu plein de choses qui ont fait que finalement, et pourtant, je suis allée passer un Master 2 de formateur, enfin bon. Mais à un moment donné, j'ai dit, non, c'est plus possible et je ne savais pas comment j'allais en sortir, en fait. Je ne voyais pas trop comment j'allais sortir de ce système, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir me reconvertir. Et puis, je m'étais dit, voilà, je me laisse jusqu'à temps que mon fils entre au collège pour réfléchir à ma reconversion. Mon fils est rentré au collège cette année, donc je suis partie bien avant. En 2016, c'était mes 39 ans, donc on approchait de la quarantaine. Nicolas a parlé de la quarantaine. Ce matin, il se passe beaucoup de choses. À la quarantaine, il y a beaucoup de choses qui brassent.
Et en 2016, septembre 2016, je suis dans une école. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté la direction d'école. J'étais directrice d'école pendant 9 ans, je crois, les 9 premières années. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté. Je suis arrivée dans une école sympa avec une collègue de maternelle hyper sympa où on s'inspirait vraiment de la pédagogie Montessori en étant dans les clous par rapport, parce qu'on était dans l'enseignement public, en étant dans les clous par rapport au programme. Et vraiment, on s'inspirait de cette pédagogie. On s'était formés. Ça se passait super bien. Mais j'avais une collègue directrice d'école qui, elle avait, si tu veux, c'était une école primaire. Donc, il y avait la maternelle et jusqu'au CM2. Donc, avec Sylvie, ma collègue, nous, on avait les 2 classes maternelles. On avait toutes les deux classes à triple niveau. On s'éclatait avec nos ateliers. Enfin, les parents adoraient, les enfants aussi. Enfin, tout le monde adorait. Mais sauf qu'on travaillait trop bien, en fait, parce que, sans prétention, hein. Mais il y avait trop d'enfants qui arrivaient en CP qui n'avaient plus de blocage pour lire. Il y en avait la moitié qui savaient déjà lire. Donc, en fait, on faisait trop bien notre travail, quoi. C'était trop bien. Et en plus, le truc, c'est qu'il y avait des parents d'autres communes qui appelaient la directrice d'école, qui dit « Oui, nous, on veut mettre nos enfants dans cette école parce qu'on sait qu'il y a de la pédagogie Montessori. » Et la directrice qui nous disait « Il faut que vous arrêtiez là de dire que vous faites du Montessori. Tout le monde veut venir ici, il y en a marre. » On dit « Mais nous, on ne dit rien, quoi. C'est les parents qui parlent entre eux, quoi. » Enfin, nous, on vit en campagne ici, donc tout le monde, enfin, tu vois, ça diffuse vite l'info, bon, en ville aussi, mais… Et là, on a senti avec ma collègue qu'en fait, on n'était pas très appréciés dans l'équipe. On n'était pas très appréciés dans l'école. Et puis moi, j'avais aussi… j'ai vécu beaucoup de conflits. J'ai vécu de la manipulation, du harcèlement, autant dans ma famille, autant j'étais élue dans la commune ici et à l'école. Où cette année-là, en fait… j'ai fini par être accusée d'harceler une ATSEM. Voilà, accusée par les maires des 2 communes, puisque c'était un RPI, dont le maire qui était mon ancien maire, où j'avais démissionné de mon poste d'adjointe, l'inspecteur où il y avait eu déjà des petites altercations dans l'ancienne école où j'étais, et donc on m'a accusée en fait d'harceler une ATSEM. Et moi, à ce moment-là, je me suis sentie tellement mal. Aujourd'hui, je ne réagirais pas comme ça. Mais finalement, c'est très bien que j'ai réagi comme ça. Tout est parfait. Parce que si j'avais laissé couler, si je n'étais pas rentrée dans ce triangle dramatique bourreau, victime, sauveur, hashtag je sors du jeu, ce que je fais maintenant, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai fait hashtag je rentre à fond dans le jeu. Et je me suis défendue. Je me suis défendue. Et plus je me défendais, plus on m'enfonçait. Et donc, je n'ai jamais harcelé cette ATSEM. On m'a demandé de la former. Je lui ai appris le métier. Elle ne voulait pas travailler. Elle s'est plainte. Voilà. Et c'était tellement facile de me faire descendre de toute façon à ce moment-là que la directrice a plongé dedans. Tout le monde a plongé dedans. Et c'était une illustration merveilleuse d'une technique de harcèlement et de manipulation quand tu as quelqu'un qui ne comprend pas dans quel jeu il est. Et moi, je ne comprenais pas que j'étais dans un jeu de manipulation à ce moment-là. Donc, je me suis défendue. Les parents m'ont défendue. Ils ont écrit à l'inspecteur. Et l'inspecteur qui répondait « Madame Chastel, vous êtes très forte. Vous arrivez même à manipuler les parents pour vous défendre. » Mon Dieu. Et là, j'ai dit « Non, mais c'est une blague. » Je dis « Je demande une enquête et je demande une inspection. » J'ai demandé une inspection. J'ai mis 6 mois à la voir, 15 jours avant les vacances, où j'avais déjà demandé ma dispo et voilà. Et en fait, on m'a dit « Mais il n'y a pas besoin d'enquête, Madame Chastel. Nous savons très bien avec le caractère que vous avez que vous êtes tout à fait capable de faire ça. » Et je dis « Mais ça, c'est une preuve. » Donc, j'ai été convoquée à l'inspection académique. Enfin, ça a été une année, l'année 2016-2017 a été une année horrible où j'ai frisé le burn-out, où mon médecin m'a arrêtée parce que je lui dis là, je sens mon corps qui est en train de lâcher. Donc, j'ai été arrêtée 2 fois une semaine, ce qui n'est pas beaucoup pour ce que je vivais à ce moment-là. Mais j'étais tellement soutenue par les parents d'élèves qui m'ont dit « Mais nous, on te soutient. » En plus, bon, tout le monde me connaissait ici. C'était mon village, j'habitais là. Tout le monde m'a soutenue, sauf certains. J'ai eu une collègue qui m'a soutenue, ma collègue de maternelle. Et puis, si tu veux, il a fallu que je sauve ma peau. Voilà, très clairement. C'est-à-dire que j'ai fait appel au syndicat, j'ai fait appel à l'autonome de solidarité, qui est une assurance qui défend les enseignants quand il y a ce genre de soucis. Personne ne m'a soutenue.
on m'a dit peut-être qu'il faudrait que tu penses à changer d'école parce qu'en fait, tu vas peut-être y laisser beaucoup de plumes. Je dis, ah ok, c'est comme ça qu'on me défend. C'est génial, super merveilleux, quoi. Et donc, j'ai fini à regret, vraiment à regret, à me dire, là, en fait, je vais y laisser ma peau. Donc, il faut que je parte de cette école. Je te dis que quand j'ai pris cette décision, quand les parents l'ont appris, ils étaient en pleurs, mais je leur ai dit, en fait, tu dis là, vous avez devant vous, il y a 2 options. Une maîtresse qui reste et qui va tomber malade, une maîtresse qui part et qui va sauver sa peau. Et ils m'ont dit, mais on comprend pourquoi tu pars, on est tellement désolé que tu partes parce qu'on sait tellement le boulot formidable que tu fais avec nos enfants, mais effectivement, prends soin de toi. Donc, je suis partie 1 an sur un poste de remplaçante, mais l'événement déclencheur qui fait que pourquoi j'en suis ici aujourd'hui, c'est qu'en mars 2017, je décide que je vais sauver ma peau et que je demande un poste de remplaçante dans une autre école. En avril 2017, mon beau-frère rentre à l'hôpital d'un cancer foudroyant et il en décède 3 mois après. Et là, c'est le choc. C'est le choc parce que je ne comprends pas ce qui se passe, quoi. Tout s'effondre, en fait. Tout s'effondre, je me dis, ah ok, c'est ça la vie, en fait, ça peut s'arrêter en 3 mois. Et là, je dis, tu as bien fait de demander ta mutation en mars. Parce que sinon, peut-être que c'est toi qui, 3 mois après, et à ce moment-là, je voyais une psychothérapeute qui me disait, il va falloir que vous preniez soin de vous parce que vous allez vous déclencher quelque chose. C'est clair. Et là, j'ai mon beau-frère qui décède. Et puis, je pars sur ce poste de remplaçante où je suis hyper mal parce que j'ai l'impression de faire du mauvais boulot, j'ai l'impression d'être nulle, j'ai l'impression, c'est pas ma classe, c'est pas mes élèves, c'est pas ma pédagogie, c'est voilà. Et je demande ma dispo. Et je pars ensuite dans un monde qui était complètement étranger, qui était le monde de l'immobilier. Ouais. On va revenir sur cette période de ta vie qui est intense et merci de nous le partager avec autant d'intensité, de vulnérabilité en même temps. Parce que tu montres bien à quel point finalement quand le monde s'écroule autour de nous, parce que là c'est ça, tu nous décris une situation mais juste pas d'une violence relationnelle inouïe puis qui monte en puissance et finalement qui vient en plus qui vient se clore avec le décès de ton beau-frère, qui vient rajouter de la violence et de l'urgence à vivre finalement pour toi dans cette parenthèse de ta vie qui est une parenthèse pas enchantée pour le coup, mais une parenthèse bien sombre. Et tu montres à quel point cet élan de survie, j'appelle ça, il y a des élans de survie, des élans de vie. Les élans de vie, c'est quelque chose de joyeux. L'élan de survie, c'est quand ça va plus, ça peut plus. Et tu montres bien, tu témoignes bien de ce que c'est que cet élan de survie, où quand le monde autour de soi s'écroule, la seule chose à faire, c'est de revenir à soi, quoi. C'est de prendre soin de soi. Et c'est ce que tu as fait. Donc, du coup, mise à dispo avec un sacré terrain expérientiel en matière de relations. Et on va voir, même si c'était ultra douloureux, et je le sens, je l'entends dans ce que tu partages, hein, c'est un sacré bagage pour ce que tu es aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui. Mais il y a eu une petite parenthèse pour toi entre-temps, ta mise à dispo. Donc, du coup, tu en as profité pour prendre soin de toi. Mais est-ce qu'il y a autre chose, une autre voie qui t'a attiré du coup, et pourquoi? Écoute, à ce moment-là, quand je demande ma dispo, même l'année où je pars sur le poste de remplaçante, honnêtement, je ne suis pas heureuse du tout, quoi. Je ne suis pas bien. Je fais du mieux que je peux pour les élèves parce que j'estime qu'eux n'ont pas à subir le fait que moi, je ne sois pas bien. Et d'ailleurs, une maman d'élève, à la fin de l'année où j'avais eu sa fille et les 6 premiers mois de l'année, me dit « Vous êtes la maîtresse la plus formidable que ma fille ait jamais eue. » Je fais « Ah bon ?» parce que moi, je me trouvais vraiment nulle. Enfin, je lui confie. Elle me dit « Mais non, pas du tout. » Et je lui explique que moi, à ce moment-là, j'étais partie pas bien. Enfin bon. Et là, à ce moment-là, je décide effectivement que je vais prendre une dispo. Et c'est une ancienne maman d'élève qui bosse dans l'immobilier qui me dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas bosser avec moi ?» Et là, je lui dis « Mais non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas tout à fait comme ça. » Là, Allez, dis-nous tout. Allez, dis-nous tout. Oui, parce que ce détail, je pense, a de l'importance. De savoir si je peux transmettre quelque chose aujourd'hui aussi aux gens, c'est de savoir voir les signes, des fois là où on n'imagine pas qu'ils pourraient être.
elle poste, donc c'est une copine à ce moment-là, mais c'est une ancienne maman d'élève, mais avec qui je suis amie. Et elle poste, donc elle travaille dans l'immobilier, dans un réseau, et puis elle cherche des personnes à former, en fait, quoi. Et elle met, vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie, je ne sais plus trop quoi, et elle met, contactez-moi. Et moi, à ce moment-là, donc, je suis sur l'année où je suis remplaçante, et je lui mets en commentaire, je lui fais, ah bon, j'ai fait, on peut se reconvertir dans l'immobilier. Mais je lui mets ça sous forme de boutade et en même temps, je lance le truc dans l'univers, tu vois quoi. Et là, elle me fait « appelle-moi ». Il est 21h, je l'appelle, on passe 1h30 au téléphone, elle me fait un bilan de compétences en direct parce que je dis « mais moi, l'immobilier, j'y connais rien, quoi. Oui, j'étais passionnée par l'architecture et par le droit. Bon, est-ce que c'est l'immobilier qui permet de réunir les deux? Je ne sais pas, je sais. Elle me dit, mais écoute, et là, elle me dresse toutes les compétences qu'elle a vues chez moi en tant qu'enseignante, que je peux transposer dans le monde de l'immobilier. Elle me dit, puis tout le reste, elle me dit, je suis tout à fait capable d'aller apprendre tout ce que tu ne sais pas. Et là, je dis, OK. Je dis, par contre, je dis, moi, je vais faire les choses comme moi, j'ai envie de le faire. Donc, à ce moment-là, je m'inscris à un bachelor en immobilier par correspondance. Et toute mon année où je suis remplaçante, je me prépare à cette reconversion-là. Et donc, au bout d'un an, je demande ma dispo. Alors, dans l'éducation nationale, ils se sont dit « Ah, Virginie Chastel qui demande sa dispo. Yes, génial, dégage !» Donc, ils m'ont donné ma dispo directe. Et alors qu'en général, tu ne l'as pas du premier coup, quoi. Mais bon, moi, je l'ai eu. Et je pars bosser dans l'immobilier. Une première année, tout se passe super bien. Je n'ai même pas à chercher des clients. Ils arrivent comme des petits pains. Et puis, je vais bosser aussi dans un réseau qui m'arnaque, avec qui je suis encore en procès. Enfin bon, tu vois, le problème relationnel continue. Là, à ce moment-là, je ne comprends toujours pas, si tu veux, que peut-être j'ai un peu ma part de responsabilité dans le truc, quoi. Tu vois, à ce moment-là, je suis encore dans le mode victime, quoi. C'est pas de ma faute si j'attire des manipulateurs, des pervers. C'est pas de ma faute, quoi. Je suis pas responsable. Et la deuxième année, en fait, donc je demande une deuxième année de dispo qui m'est à nouveau accordée. Et là, j'y arrive plus. On est en novembre de la deuxième année, j'y arrive plus. Mais j'en pleure tellement, j'arrive plus. Le live de la meilleure année de votre vie vient de passer, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, mai 2019. Oui, et là, on oui. est quelques mois après. Et là, j'arrive plus à bosser dans l'immobilier. Je pleure, je dis à Pascal, mon conjoint, je dis non, mais je peux pas y aller, j'y arrive pas. Il me dit, bah ouais, ma grande, mais c'est toi qui as voulu une dispo, il va falloir que tu ramènes des sous quand même. Et là, je dis, ben oui, mais j'y arrive pas. Et je me fais aider, je me fais coacher par Thierry Redon, que tu connais. Ouais. Et là, s'enclenche un nouveau projet, plus connecté à mes rêves, plus connecté au relationnel, plus connecté à mes valeurs. Voilà. De toute façon, on voit bien à travers toutes tes expériences, hein, et c'est marrant comment tu te balades dans ton ikigai, parce que quand tu parles de cette expérience professionnelle dans l'immobilier, tu mets en avant tes compétences. Voilà, il y a des compétences et en plus, tu as une certaine capacité à apprendre pour les compétences que tu n'as pas. Puis on sait que c'est un cercle il peut s'élargir avec de la volonté, enfin de l'envie, du goût à apprendre. C'est un cercle qui s'élargit assez facilement, celui-là. Donc, tu y vas, mais tu n'es pas encore au cœur, tu n'es pas encore au centre. Et il a fallu qu'il y ait un autre moment de rupture, un moment de je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas. C'est pas moi, c'est pour finalement, donc du coup, te faire accompagner. Thierry Redon, en effet, avec qui tu as suivi un accompagnement, où tu as travaillé sur ton ikigai d'ailleurs. Mais ce moment, oui, et ce moment de rupture, là, quand je parle de ce mois de novembre, donc on doit être en novembre 2019, où là, je dis, je peux plus y aller, je peux pas prospecter, je peux pas aller chercher des clients. Il tombe au même moment où, si tu veux, les disponibilités, on savait qu'elles nous étaient accordées pour 3 ans, mais que chaque année, il fallait redemander. Mais dans ma tête, c'était 3 ans. Et je m'étais dit, je vais faire 3 ans dans l'immobilier. Au bout des 3 ans, je saurai si ça me plaît, si ça me plaît pas, si je démissionne ou quoi. Et là, je vais chercher sur le site de l'inspection académique le formulaire pour faire la demande de 3e année de disponibilité. Et là, je tombe sur une nouvelle circulaire qui dit « Dorénavant, les disponibilités ne seront plus accordées que pour 1 an sur toute la carrière », ce qui est complètement illégal. Hein. Mais si c'est illégal, il faut faire un procès, il faut 2 ans de procès. Enfin bon, c'est complètement illégal, c'est 9 ans dans la carrière, la disponibilité quand on est fonctionnaire. Et là, il me dit 1 an. Mais moi, j'en avais déjà 2. Donc, j'avais même plus le droit de demander la 3e.
J'en connais qui ont demandé la troisième et ça leur a été accordé puisque c'était illégal. Mais moi, je ne savais pas à ce moment-là. Et là, je dis, OK, donc non seulement j'arrive plus à bosser dans l'immobilier, donc je rapporte plus de sous. À ce moment-là, on appelle la banque et on fait mettre en pause tous les prêts immobiliers parce qu'on n'a plus les moyens de payer notre maison. Et là, je me dis, mais de toute façon, là, ils me disent que je n'ai pas la troisième année. Donc, il va falloir que je reprenne parce qu'à ce moment-là, je passe toute une journée, tout un samedi à chercher ce que je peux faire pour rapporter des sous. À un moment donné, je dis à Pascal, je dis, bon, ben, je vais être caissière, je vais aller distribuer des journaux. Il me dit, tu te fiches de moi, là. Il me dit, tu vas pas aller bosser 35 heures il me dit, mais t'as un métier quand même, quoi. Enfin, et là, je dis, bah, c'est vrai, en fait, j'ai un métier. Je suis en dispo, je peux reprendre ce métier-là. Je gagnais 2000 €. Je peux reprendre ce métier-là, mais à ce moment-là, je dis à Pascal, je dis, jamais je ne retournerai dans cet asile de fous. Jamais. Tu m'entends bien? Je dis, jamais j'irai. Parce que pour moi, à ce moment-là, ça me rappelle tellement de souffrance, tellement de blessures. Je dis, je ne peux pas y retourner et être une mauvaise enseignante qui va faire du mal à ses élèves, en fait, quoi. Et là, je pleure. Et 24 heures après, je me dis, OK, comment je peux y retourner tout en étant OK par rapport à moi, en étant OK par rapport à mes élèves, en étant OK par rapport à un système que je ne supporte plus? Comment je peux y retourner provisoirement? Parce que l'idée, ce n'était pas de revenir, voilà. Mais comment moi, je peux y retourner avec mes valeurs? Et là, à un moment donné, je suis encore dans l'immobilier. Hein. Je fais visiter une maison, tout ça, et c'est des voisins, en fait. Et cette femme était en burn-out, elle était en arrêt, et elle était avant directrice d'un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, où il y a des enfants, soit une déficience mentale, soit un handicap, voilà. Et elle me dit, tu sais, elle me dit, je pense que ça tirait bien quand même, quoi. Mon père était EduxP, j'ai bossé 6 étés à m'occuper de jeunes déficients mentaux quand j'étais étudiante, quoi. Donc ce milieu, je le connais et je l'aime, ce milieu du handicap, quoi. Et là, je me dis, OK, je vais pouvoir revenir dans un endroit où les enfants ont vraiment besoin de moi. Ils ont besoin de quoi? D'une personne qui soit bienveillante, qui soit souriante et qui les aime. C'est tout. Ils n'ont besoin que de ça. Et là, je me dis, est-ce que ça, je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable de l'offrir à ces jeunes-là? Je dis, oui, je suis capable de ça. Je ne peux pas rentrer dans un système classique. Je ne peux pas revenir dans le système classique, mais je peux revenir dans le système du... Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, ça porte un terme, l'éducation spécialisée, voilà. Okay. Et là, ben, je fais que des vœux de mutation, que sur ça. À ce moment-là, je me fais aider par Isabelle Racouchot, qui me fait une séance de FT pour pouvoir poser mes vœux avec plaisir, avec joie, avec l'envie d'y aller et pas le stress d'y aller. Et effectivement, je pars 1 an à Libourne, à côté de chez moi, à 15 minutes, avec des jeunes qui sont en décrochage scolaire, à qui il faut redonner l'envie, à qui il faut, qu'il faut accompagner. Et c'est une année qui a été merveilleuse, quoi. Je ne regrette pas du tout cette année. Et ça a été ma dernière année dans l'éducation nationale. Wow, mais j'y suis retournée en accord avec qui j'étais et ce que je voulais, quoi. Quel parcours, et quand tu en témoignes, on voit bien, même si je dirais on n'a pas la certitude de ce qu'on veut faire, parce que tu le dis, tu le cries là, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, malgré tout, tu sais avec une fermeté, une assurance ce que tu ne veux plus. Et finalement, c'est ce qui a permis de guider tes pas. Et quelque part de lancer, j'aime bien quand on lance aussi des demandes à l'univers et vois ce qui t'a été servi, même si le chemin était douloureux. C'est ça, c'est que tu as un terrain d'expérience dans le relationnel qui est extraordinaire, douloureux, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui t'était tendu pour travailler sur cet axe-là, sur l'axe du relationnel. Alors justement, on y arrive aujourd'hui. Virginie Sastel, on la connaît, c'est celle qui nous propose ce merveilleux congrès de l'écologie relationnelle. Et on voit bien comment les chemins t'ont conduit jusque-là. Aujourd'hui, tu dis que tu crées et tu produis donc des événements en ligne et tu accompagnes aussi, les entrepreneurs à créer eux-mêmes leurs sommets, des sommets en ligne, haute fréquence. J'adore ce haute fréquence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment dans ce que tu proposes, ce que tu fais, que
toutes les parts de toi sont réunies et que finalement, tous les chemins par lesquels tu es passé, ça fait du sens pour t'avoir mené où tu es aujourd'hui. Mais oui, ça fait du sens aussi dans le… Ce que j'ai envie aussi juste de faire un aparté, c'est que Ouais. quand j'ai quitté le monde de l'enseignement, tu sais, des fois, on quitte un monde et on veut plus en entendre parler. Oui. On veut plus, tu sais, on veut cette rupture en se disant, non, on fait table rase du passé, on redémarre à zéro. Et à un moment donné, j'ai compris que, mais pourquoi redémarrer à zéro? Pourquoi pas utiliser tout ce qu'on aimait avant? Et donc, moi, avant, j'étais dans une classe avec 30 petits bouts et on changeait le monde à notre façon. On changeait le monde. Moi, mon premier objectif, et j'ai toujours dit aux parents, mon objectif, c'est que demain, ils reviennent avec le sourire. Parce qu'à 3 ans, on s'en fiche du bac, quoi. Franchement, quoi. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient envie de revenir. Et donc, c'était mon objectif de changer le monde aussi par leur donner confiance, leur donner envie, leur dire que tout est possible. Et finalement, c'est ce que je fais avec les sommets. Je réunis… Oui, c'est nous tes petits bouts maintenant. C'est nous tes petits bouts. Je réunis, je fais ma petite maîtresse d'école. Je leur donne des devoirs, des bios entre 100 et 150 mots, des lives où on n'utilise pas plus de 7 mots pour se présenter. Voilà. Et moi, je me retrouve dans ces mêmes valeurs que quand j'étais enseignante, c'est-à-dire de se dire, parce que moi, vraiment, l'enseignement, pour moi, ce n'était pas une transmission de connaissances. Ce n'était pas ça pour moi, l'enseignement. C'était un éveil de connaissances, c'est-à-dire comment on peut aller découvrir les choses, comment on peut s'émerveiller. Je n'étais pas du tout dans ce truc descendant. C'est pour ça que j'ai adoré enseigner en maternelle et moins en élémentaire, parce qu'en maternelle, il y a tellement de liberté pédagogique qu'on pourrait aussi avoir à l'élémentaire. Bon, c'est un peu plus difficile, mais si on veut, on peut. Et donc, moi, avec les sommets, on change. J'ai l'impression de changer le monde, j'ai l'impression de faire ma part. Et le truc, c'est que je me dis que je ne peux pas y arriver toute seule juste avec mes sommets à moi. Donc, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas aider aussi d'autres entrepreneurs qui ont envie de faire des sommets haute fréquence, parce que par contre, j'ai choisi mes clients. Si tu veux faire un sommet sur quelque chose où moi, je ne vibre pas du tout, je ne peux pas t'accompagner, ce n'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais par contre, quelqu'un qui veut changer le monde et qui se dit, pourquoi pas créer un sommet pour participer à cet éveil de conscience, pour participer à transmettre des informations, des clés, à semer des graines, et bien dans ce cas-là, je peux accompagner des gens si je crois en ce qu'ils font aussi. Et comme ça, je ne suis pas toute seule. C'est magnifique ce que tu proposes aujourd'hui, Virginie. Et je peux en témoigner parce que je connais la qualité de ton congrès de l'écologie relationnelle. Et c'est clair que les personnes que tu accompagnes et que tu vas continuer d'accompagner, ça va être du congrès haute fréquence où j'aime à dire il y a de la profondeur, quoi. Quand on vient, quand on se pose, on est enrichi. Et comme tu le dis si bien, c'est… tu formes des colibris, finalement, tu es une maîtresse de petits colibris où chacun va aller faire sa part pour éveiller nos consciences à tous. Un grand, grand merci pour ça. Je remettrai avec le replay, je remettrai le lien vers ton site, vers ce que tu m'as partagé pour que les gens puissent te contacter justement s'il y a des envies, s'il y a un élan à créer son propre sommet, parce que de toute façon, moi, si on me demandait qui pourrait me renseigner pour Virginie Chastel. Je l'ai pratiqué de l'extérieur et de l'intérieur et je peux t'assurer que c'est aux petits oignons. Il y a un cadre, mais le cadre est tellement précieux justement pour créer des événements en ligne haute fréquence. Un grand merci à toi de nous avoir partagé justement ce chemin. C'est fascinant de voir comment les choses se mettent en place et comment il y a du sens et une justesse à l'endroit où tu es aujourd'hui. Le chemin n'est pas fini. J'ai hâte de voir ce que tu vas créer encore derrière avec tout ça. Alors, on aura l'occasion de te retrouver en direct, Virginie, demain soir. Je rassemble, parce que moi, je suis une petite maîtresse d'école. J'ai 5 élèves, moi, ce soir-ci. Mes 5 contributeurs du mois, on se rassemble donc pour un événement en live demain, donc jeudi 17 à 20h, heure de France, ça fait 14h, heure du Québec, en direct sur Zoom dans ce qu'on a appelé le premier cercle d'expression de soi. Où là, bon, ça y est, on a marché le chemin avec vous, mais l'idée, c'est qu'on mette en pratique, on regarde, on expérimente à quel point on fait vraiment une contribution les uns pour les autres. Et on a bien vu sur vos chemins qu'il y a toujours des gens, quelque chose, c'est tout seul, on ne serait pas là.
On est tous, tout le temps, une contribution les uns pour les autres. Et comme j'aime à dire, il n'y a pas de hasard, quoi. Il y a que des rendez-vous. Donc, si ça vous appelle de venir connecter avec Virginie et mes 4 autres contributeurs, venez en direct avec nous sur Zoom. On ne sera pas juste 2, on sera tous ensemble. Et ils ont quelque chose à vous partager, quelque chose qui a changé leur vie. Toi, je sais, Virginie, que tu as un très bel outil à partager, quelque chose qui a changé ta vie et qui te permet d'accomplir ce merveilleux sommet avec, quand je te regarde, les aisance, c'est juste total. Moi qui ai fait ça avec 5 personnes, je peux dire que j'ai pensé à toi. Je me dis, mais comment fait-elle? Eh bien, je vais savourer ton outil demain soir. Je vais le savourer. Je vous invite à vous inscrire. Alors, juste au-dessus de la vidéo ou en dessous, si vous êtes sur YouTube, vous regarderez. Je vous ai mis le lien d'inscription. Vous mettez votre prénom, votre email et vous allez recevoir automatiquement le lien pour nous rejoindre demain soir, demain après-midi. Moi, j'ai hâte de vous rassembler, en fait, tous les 5. Un grand merci à toi. J'ai hâte de connecter aussi avec nos amis qui se sentent appelés parce qu'on est en train de co-créer ensemble. J'ai passé un merveilleux moment avec toi, Virginie. J'en ai encore découvert sur toi. Encore. J'aime bien prendre le temps de regarder parce que je suis tellement attentive à cet échange que je ne peux pas regarder les commentaires, mais voilà, au moins saluer Françoise qui était là, Peggy, Lydie, Stéphanie, Nicolas qui était avec nous, il y a Lydie aussi, il y a Marine qui était avec nous, Béatrice. Voilà, on vous embrasse très fort. Audrey qui est là, Sylvie, encore Joël que j'avais vu au début. On vous remercie pour votre présence. On vous remercie pour tous ceux qui seront là aussi en replay. Et puis, on va vous quitter. Moi, je garde Virginie avec moi encore quelques minutes pour le plaisir. Bye bye tout le monde, à demain. On vous embrasse, à demain.